voilà le fonctionnement global d'une CAE, le cœur de la chose. Et l'idée, c'est d'avoir une protection sociale, puisqu'on fait le pari qu'il n'y a pas de meilleur statut en France que le statut de salarié, parce qu'il permet d'avoir, s'il y a un accident de travail, d'être couvert, d'avoir une retraite qui soit la retraite la plus convenable possible, d'avoir aussi une complémentaire santé, de recharger ses droits à Pôle emploi. Donc, toutes ces choses-là font partie de cette protection sociale que n'importe quel salarié, finalement, un salarié d'une CAE est un salarié comme n'importe quel autre salarié dans une autre entreprise. La seule différence, c'est qu'il doit aller, grâce à son activité, chercher son chiffre d'affaires. OK, donc le slide, l'image suivante. Alors là, je ne l'ai plus à l'écran, mais. Moi non plus. Chloé, est-ce que. Ah, voilà. Cool. Oui, c'est bon, il y a un petit souci, mais c'est bon normalement. Et l'image suivante, du coup, si tu peux. Encore. Donc voilà. Alors, une des raisons de rentrer, là, on a vu la mécanique. Maintenant, une deuxième chose qui est importante, c'est que quand on rentre dans une coopérative d'activité, on rentre dans ce qu'on appelle le mouvement des scopes. Le mouvement des scopes, c'est des coopératives qui ont un fonctionnement spécifique qui est défini dans les statuts et qui ont aussi des valeurs spécifiques. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent entreprendre en scope, c'est aussi avoir une éthique. Et une fois qu'on a décrit ce chapeau-là bien sympathique et important, évidemment, c'est de voir comment ça se matérialise et comment ça s'incarne à travers les statuts des coopératives. Donc là, ce n'est pas uniquement les coopératives d'activité, c'est toutes les scopes. Vous savez que dans les scopes, donc les sociétés coopératives de production, il y a à la fois des scopes, par exemple des salariés qui rachètent leur entreprise, ou des gens qui montent une scope directement, mais il y a aussi les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, comme Village Vivant par exemple, donc où là les collectivités vont pouvoir rentrer dans le sociétariat et participer. Voilà. Et il y a enfin les coopératives d'activité d'entrepreneurs, les CAE, qui sont un type de scope spécifique qui nous intéresse aujourd'hui. Donc les scopes, elles ont déposé des choses qui sont vraiment le socle, qui sont par exemple, évidemment, ce sont des entreprises commerciales au sens du droit, c'est-à-dire qu'elles doivent réaliser des bénéfices comme toute entreprise, mais la question n'est pas de réaliser des bénéfices uniquement, évidemment, c'est souhaitable, c'est comment c'est redistribué. Et en fait, ces bénéfices sont encadrés. Donc, quand il y a profit, en fait, ils sont séparés en trois parties. Voilà, que ça dépend du type de scope. Mais globalement, il y a une partie qui va aux salariés, mais ça tombe bien, puisque les salariés sont aussi associés. Donc, ça veut dire qu'il y a une deuxième partie du profit qui va aux associés, qui peuvent être aussi les salariés. Et il y a une troisième partie qui est très importante, qui s'appelle les réserves impartageables. Qu'est-ce que c'est les réserves impartageables? C'est le fait que quand il y a des bénéfices, il y a une partie qui va aller conforter la structure. Et ça a un rôle, autant ces dernières années, les scopes vont plutôt bien, la plupart. Et là, avec l'histoire du Covid, ces fameuses réserves impartageables, ces fonds propres, donc de la structure, vont permettre déjà de faire que ces réserves qui ont été accumulées un peu comme un écureuil, vont pouvoir faire face à cette période de Covid. Et ça fait aussi que les scopes sont des structures solides à partir du moment où elles ont des fonds propres. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est encadré, les bénéfices, d'où une partie doit aller vers ces réserves impartageables. D'accord? L'autre chose, c'est donc l'histoire du capital. Donc, les scopes doivent avoir obligatoirement des salariés comme associés, ce qui fait de ces entreprises des entreprises donc, qui appartiennent à ceux qui, entre guillemets, produisent le travail, ceux qui le font. C'est ceux qui font, à qui appartient la coopérative. Donc, c'est ce qui fait aussi que c'est difficilement délocalisable, une scope. Donc, voilà une deuxième partie, un deuxième élément intéressant du socle des scopes. Et la troisième partie, ce sont les décisions qui sont prises, donc des décisions partagées et une gouvernance partagée.
Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tout le monde décide de tout en même temps. Ça veut simplement dire qu'en fait, il y a un niveau de confiance et d'information entre les différents, on ne dit pas actionnaires, on dit différents sociétaires dans une scope, mais c'est la même chose quelque part. Donc, il y a un niveau d'information suffisant et une confiance suffisante pour que les décisions soient prises de manière collégiale. Cela n'empêche pas qu'il y ait une sorte d'organisation interne avec potentiellement une hiérarchie, ces choses-là. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est au niveau des décisions et des axes stratégiques, on pourrait dire. Donc, voilà, et tout ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. OK, slide suivant, s'il te plaît, Chloé, pour aller vite sur les CAE. Donc, les CAE, en fait, c'est quelque chose de très spécifique à la base. C'est simplement, il y a 25 ans, des entrepreneurs qui se sont dit, on n'a pas les mêmes types d'activités, mais par contre, on doit chacun faire de la compta, une facture, avoir des docs de com. Et ils se sont dit, et c'est pas parce qu'on fait pas les mêmes métiers, les mêmes activités, qu'on pourrait pas mutualiser quelque chose. Donc, le départ des CAE, c'est vraiment un regroupement d'entrepreneurs qui voulaient mutualiser des choses. Et c'est très important parce que dans l'ADN des CAE, il y a cette idée de mutualisation à tous les étages. Donc, par exemple, Valérie et moi, nous sommes, entre guillemets, l'équipe support. Et l'équipe support, nous sommes au service des entrepreneurs de la coopérative. Ce sont eux nos patrons, quelque part. Nous sommes leurs services mutualisés. On permet des services mutualisés qu'on va voir juste après, mais aussi on incarne ces services mutualisés. Du coup, une CAE, elle mutualise à tous les étages, donc elle mutualise des moyens et elle partage aussi, il y a aussi cette notion de partage de risque, puisque quand un entrepreneur prend un risque, ben en fait, il le prend pour l'ensemble des entrepreneurs, puisqu'il agit au nom de la coopérative. Donc, ça vous montre le niveau de solidarité, de confiance et de partage des risques. Par exemple, un entrepreneur qui aurait une activité et qui emploie quelqu'un au black, en fait, il ne fait pas courir uniquement un risque pour son activité, il le fait courir pour l'ensemble des entrepreneurs et la structure. C'est pour ça que l'équipe technique, on joue aussi un rôle d'encadrement et de prévoir et de bien discuter, de bien accompagner les entrepreneurs. Voilà, la CAE a aussi cette chose spécifique, c'est l'accompagnement et d'organiser des temps individuels et collectifs. Donc, les temps individuels, c'est les rencontres avec les entrepreneurs. Un entrepreneur n'est jamais seul. Contrairement à peut-être à certains auto-entrepreneurs, il y a cette notion, nous par exemple dans Solstice, on est 110 entrepreneurs, il y a 110 entrepreneurs, et ben, quand quelqu'un rentre, il est en lien avec 110 entrepreneurs et il est en lien aussi avec l'équipe structure pour l'accompagner. L'accompagner, ça veut dire quoi? Où il en est dans son business plan, dans son activité, ça peut aller sur des choses plus personnelles, c'est-à-dire comment ça s'organise s'il est en télétravail, chez lui, est-ce que ça va, est-ce qu'il y a bien les moyens pour lui de mener son activité. C'est aussi le conseiller sur sa stratégie commerciale. Voilà. Donc ça, c'est les temps individuels et après, il y a des temps collectifs, puisque il ne faut pas oublier que la coopérative, elle appartient à tous les coopérateurs qui sont sociétaires, donc la majorité. Donc du coup, les temps collectifs, c'est bien sûr les assemblées générales, il y en a 2 par an, mais c'est aussi l'organisation de rencontres thématiques, de petits déjeuners, de formation. On insiste beaucoup sur la formation, les gens qui ont besoin de se former en interne. On peut être un bon entrepreneur, mais pas avoir la difficulté avec se servir des outils informatiques. Donc voilà, tout ça se passe au sein de l'accompagnement. Voilà principalement. Je crois que j'ai rien oublié. Ouais, peut-être le slide suivant. OK. Donc, alors, quand on parle de mutualisation et de les coopératives, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est génial et tout. Alors déjà, ça ne va pas pour tout le monde et pour tous les cas d'entrepreneurs. Hein. Mais globalement, quand on parle de services mutualisés, il y a ces 4 choses-là. Donc, il y a un cadre parce que quand un entrepreneur rentre dans une coopérative d'activité, il a un statut. Donc déjà, il sort c'est une des possibilités parmi les statuts de soit créer sa boîte en SARL, SA, enfin, voilà, soit d'être auto-entrepreneur pour tester son activité ou en complément de salaire, mais on est un peu en individuel,
ou alors on intègre un réseau d'auto-entrepreneurs, souvent en termes de filière, voilà, on est dans le même type de job, on est complémentaires. Ou alors, il y a cette troisième type qui est la coopérative d'activité, donc qui est le statut d'entrepreneur salarié associé. Jusqu'à terme, les gens ont l'obligation de devenir associés de la coopérative, qui est plutôt une joie puisqu'ils deviennent copropriétaires avec les restes des associés de leur outil de travail. Donc, c'est aussi un hébergement juridique, comme vous avez compris, et c'est aussi une gestion administrative, parce que comme les entrepreneurs se consacrent sur leur activité, ben, les notes de frais, les factures, la facturation, tout ça, le droit social, et ben, l'équipe support technique prend en charge ces choses-là. Donc, c'est aussi une mutualisation. Donc, quand il y a certains besoins dans une coopérative, et ben, on vote, on dit, ah ben oui, ça serait bien qu'on ait l'agrément de formation. Donc, par exemple, Solstice est organisme formateur. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'entrepreneurs formateurs. Donc, on a mutualisé cette logique d'avoir l'agrément de formation. Il y en a certains qui vont avoir ce qu'on appelle la carte ambulante pour travailler sur les marchés. Donc, tout ça, on mutualise. Il n'y en a qu'une Solstice pour tous les entrepreneurs. Donc, c'est ce qu'on appelle les agréments. On a aussi un travail en interne de synergie entre les entrepreneurs pour qu'ils répondent à des appels d'offres. Au lieu que chacun réponde à son coin, ça permet aussi de passer à une dimension un peu plus grande de marché. Donc, en gros, c'est de créer un environnement favorable, comme c'est marqué, donc à travers les accompagnements et le parcours interne, dont je vais parler après. Et puis, c'est aussi tout ça au milieu de valeurs humaines fortes. OK, le slide suivant. Ou alors, on peut prendre des questions peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, Valérie? Alors oui, il y a deux questions sur le chat. Tu parlais en fait alors la question c'est la reversion des bénéfices des réserves impartageables. En fait, ça, c'est effectivement du domaine de la légalité. En fait, en étant au scope, on doit affecter le résultat en trois parties. Et donc, il y a les fameuses réserves impartageables qui, comme tu les évoquais, permettent de nous sortir en cas de crise ou de refaire de la trésor, enfin, en tout cas, d'utiliser cette épargne. Et même en cas de liquidation de la SCOP, ces réserves-là sont partagées dans toutes les autres SCOP du territoire. Elles ne vont pas aller ailleurs. Et puis, il y a une partie des bénéfices qui va aux salariés associés. Et la troisième, elle est pour qui? C'était la question. Ben, pour les travailleurs. C'est-à-dire, ben, il y a les travailleurs, c'est-à-dire les salariés, une partie pour les salariés, une partie pour les associés. Par exemple, quelqu'un qui rentre dans la SCOP, il n'est pas tout de suite associé. Donc, du coup, ça serait dans le système classique, bah, c'est seulement les actionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont mis au pot au départ. Ils n'ont pas besoin de bosser dans l'entreprise. Ils sont peut-être au Liechtenstein. Et voilà, ils attendent que la boîte fasse des dividendes. Ils ne savent même plus ce que fait la boîte. Bon, là, je caricature. Mais il va y avoir ça, j'en suis sûr. En tout cas, l'idée, c'est que les salariés, mais dès qu'ils rentrent au bout de la première année, si l'entreprise fait des bénéfices, il y a une part qui leur revient. Et après, s'ils sont salariés et associés, ben, ils ont une double part qui leur revient. Mais voilà, c'est l'idée que tout le monde soit intégré à la production et à la valeur ajoutée qui est construite, qui est fabriquée par les acteurs eux-mêmes, ceux qui travaillent. Et je rajouterais un truc en complément de ce que tu dis, que il me semble, tu n'as pas évoqué, c'est le fameux principe des SCOP et des mouvements coopératifs. C'est le fameux une personne, une voix qui intervient au moment des décisions, en fait, des votes. Voilà, en fait, peu importe la détention de capital qu'on puisse avoir ou de part sociale, on va parler de part sociale comme on parle de sociétaire plutôt que d'associé dans les SCOP. Peu importe le montant de capital social détenu, on a une voix équivalente à n'importe qui. Toutes les personnes ont la même voix. Une personne égale une voix. Donc ça, c'est un truc de gouvernance et d'affectation des répartitions des bénéfices ou répartition des risques en coopérative. Il y a une autre question très rapide qui concerne les métiers type architecte ou soumis à un ordre, assurance décennale, médecin, etc. Est-ce qu'ils peuvent intégrer une CAE? Excellente question, oui. Alors, ce n'est pas tous les métiers. En effet, les métiers dits réglementés nous ne pouvons pas les intégrer puisqu'ils sont réglementés. Hein. Donc, un médecin, un architecte, non, ce n'est pas possible. Et après, il y a souvent la question des métiers, des filières thématiques.
Donc l'alimentaire, il y a besoin d'assurance un peu spécifique. Alors nous, on a certains des gens qui sont dans l'alimentaire chez Solstice qui sont sur du sec et pas de produits d'origine animale, puisque là, ça va concerner plutôt la réglementation de la chaîne du froid. Voilà, il y a ceux qui sont dans le bâtiment, c'est pour ça qu'il y a d'autres coopératives thématiques comme GRAP dans l'alimentaire, comme Naturascope dans les métiers de la nature, enfin de tout ce qui est environnement, et comme Cabestan dans les métiers du bâtiment, puisque le bâtiment, il y a besoin de décennale, d'assurance. Donc oui, en effet, ça ne peut pas être tous les métiers. Mais sur le forum des ruralités, aujourd'hui, il y a Finacop, donc c'est quand même dans les métiers experts comptables et ces choses-là, où c'est une coopérative aussi. Donc il y a de plus en plus de les coopératives essayent justement de creuser des sillons sur ces métiers-là. Moi, j'espère que dans pas longtemps, il y aura une coopérative de médecins et voilà quoi. Mais bon, voilà, il y a Copagri qui essaye dans l'agriculture. C'est hyper compliqué l'agriculture. C'est maqué par enfin, c'est très réglementé quoi. Et il Et y a des bon, coopératives c'est d'architectes aussi, réglementé hein. aussi chez nous, dans des coopératives, dans tel type de métier. On a par exemple les dernières, les psychomotriciennes ou motriciens. Donc voilà, ça c'est des gens paramédicaux, et ben c'est bon, maintenant on peut les accepter. Naturopathes, avant on ne pouvait pas les accepter, maintenant on peut. Donc voilà. OK. Il y a Vas-y, d'autres tu peux questions, Valérie? continuer. Vas-y, non, tu peux continuer, c'est bon. Ouais. Alors du coup, l'autre chose, c'est la notion de parcours. On y est attaché dans les coopératives parce que bah, c'est du lien, c'est de l'interdépendance, c'est aussi de la transmission. Voilà. Donc un parcours dans une coopérative. Alors là, c'est Suite Solstice, mais ils se ressemblent un peu tous. C'est d'abord les gens, ils viennent et un peu comme la plupart de vous, ils viennent voir de quoi il s'agit. Est-ce que ça pourrait leur convenir ou bon à leur projet, à eux aussi. Et voilà. Et après, il y a un rendez-vous pour affiner les choses, qui est un rendez-vous où là, on discute un peu plus business, entre guillemets, et assurance. Et oui, justement, est-ce que le métier peut être intégré dans la coopérative? Il n'y a pas longtemps, dans la nôtre, on a quelqu'un qui répare des voiles de Delta plane. Donc, super comme job, hein, mais donc ça, c'est des coutures grande taille, ce qu'on appelle. Donc, il est couturier. Cette personne, elle est couturière. Et donc, du coup, voilà. Donc là, il y a ces notions de ce rendez-vous un peu spécifique en tête à tête, où on regarde un peu aussi, est-ce qu'il va y avoir un chiffre d'affaires, quel temps ça va prendre, le timing. Et puis après, il y a la notion d'intégration dans la coopérative. Donc, la personne va être formée sur l'outil informatique, va être aussi formé sur qu'est-ce qu'on attend d'elle en tant que coopérateur. On n'est pas coopérateur forcément d'origine dans une scope, même si je pense on a de la coopération en chacun et chacune de nous. Mais voilà, donc il y a cette chose-là. Qu'est-ce qu'attend les autres ou la structure de moi quand je rentre dans la coopérative? Est-ce que j'ai des devoirs en tant que coopérateur? Donc il y a cette formation-là. Il y a une formation aussi pour dire est-ce que où je me situe moi dans mon projet par rapport à mon organisation personnelle. Et puis il y a une dernière formation qui est sur à l'aise dans ma démarche commerciale. C'est voilà comment quand je me vends, est-ce que je me vends moi quoi? Donc il y a des personnes qui sont qui sont moins à l'aise sur ces questions-là. Donc voilà, l'intégration commence par ça, et puis par potentiellement un contrat d'appui à la création. C'est-à-dire, la personne n'est pas en contrat de travail tout de suite, elle vient développer, tester son projet, voir si la coopérative lui va bien. Et ce contrat-là s'appelle le CAP, et il permet en fait d'incuber le projet, de voir comment ça évolue, tout en conservant son nom de statut. Donc, par exemple, les gens qui sont au CAP chez nous, soit ils sont au chômage, ils continuent à avoir leur chômage, leur indemnité, ou ils continuent à avoir leur RMI, enfin, l'ASS, et voilà, et ils peuvent cumuler et en même temps avoir leur statut d'entrepreneur, mais en CAP. La seule chose, c'est que pendant que la personne est en CAP, elle ne peut pas toucher de salaire pour deux raisons. Ce n'est pas un contrat de travail, le CAP, c'est de l'accompagnement. Et la deuxième raison, parce que si elle touchait un salaire, ça viendrait à l'encontre du statut d'indemnité. Enfin, ça compliquerait les choses. Donc, pendant le CAP, la personne, voilà, s'installe tranquillement dans la coopérative. Et selon, évidemment, la maturité de son activité, ses envies et ses besoins, il y a des gens qui ont besoin de passer en CESA tout de suite. Le CESA, c'est simplement le CDI. Depuis 2015 et la loi Benoît Hamon sur l'économie sociale et solidaire, les coopératives ont un statut officiel et qui s'appelle le CESA, contrat d'entrepreneur salarié associé. Vous vous souvenez, la triple qualité, la triple casquette.
Donc, c'est un CDI, c'est tout. En fait, pas plus, pas moins, avec des particularités où on décrit l'accompagnement, la contribution à la coopérative, combien ça coûte, les types d'avantages qu'on a, voilà, ces choses-là, et les rendez-vous physiques que doit avoir la structure avec les entrepreneurs au moins 2 fois par an. Et donc là, la personne, elle rentre en CDI, en CESA, et puis au bout des 3 ans, elle aura l'obligation, c'est défini dans le CESA, de passer, de devenir associée. Donc là, elle participera aux AG et elle votera les grandes décisions de la coopérative avec les autres. Donc voilà cette notion de parcours dans une coopérative d'activité. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça avant de passer à la suite? Non, j'en vois pas dans le chat. N'hésitez pas, hein, si vous trouvez ça bidon, tout ça, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. J'ai demandé quels étaient les domaines d'activité des participants. D'accord, ok. Du coup, Ah, j'ai une être possible question. dans une Ouais, CAE. je pense que ça peut être intéressant. Est-il possible d'être mis à mi-temps dans une CAE? Ouais. Est-ce qu'on peut Alors mettre, oui, on peut pas être mis à mi, on peut pas être mis dans. Est-ce que, donc non, ah bon. du coup, oui, en effet, la notion de. Alors là, il y a 2 questions là-dedans, c'est-à-dire Mm. le temps partiel et le temps de travail global. Alors, c'est la personne qui choisit, par exemple, si elle a un autre travail, là, on est régi par la durée légale du travail, donc qui est maximum 35 heures et on peut aller jusqu'à 44 en heures sup. Donc, ce qui se passe, c'est que la personne, si elle a un autre travail, elle va nous dire bah, je souhaiterais être à mi-temps ou je souhaite être à un tiers-temps parce que j'ai un autre boulot et je veux développer mon activité en coopérative. Donc, ça, c'est tout à fait possible. On a pas mal de gens. Par exemple, des salariés qui en ont marre de leur job, mais ils ne peuvent pas tout quitter. Donc, ils réduisent leur temps de travail et après, ils vont donc dégager du temps pour être alors dans un temps partiel, on va dire, ou un mi-temps dans la coopérative. Ça, c'est possible. Et après, il y a une deuxième notion, c'est que dans les coopératives, on essaye que le temps de travail soit le plus allongé possible, dans la limite des 35 heures. Pourquoi? Eh bien, parce que ce qui est important, c'est que plus le taux horaire, votre taux horaire de salarié est bas, plus il y aura des charges basses. Et donc, plus votre salaire coûtera pas cher à votre activité. Donc, on vous aide à optimiser, c'est-à-dire quelqu'un qui bosserait, mettons, qui a fait 4 000 euros de chiffre d'affaires et qui bosse que sur 10 heures de temps par semaine, bah là, ça va lui faire un salaire important. Donc, il n'y aura pas beaucoup de réduction de charges sociales, ok, charges patronales. Tandis que si la personne, on lui étale son temps de travail, là, on va avoir un taux horaire très bas et la personne, son activité va pouvoir bénéficier de charges très basses. Tout ça est très légal, hein. C'est juste les grosses boîtes qui le font depuis tout le temps, quoi. Sauf que là, comme vous êtes à la fois votre propre entrepreneur et vous êtes votre propre salarié, vous êtes les deux en fait, c'est normal de rentrer dans ce système-là. Donc la notion de temps, elle est à 2 endroits. Pouvez-vous confirmer une CAE est juridiquement en fait une SCOP? Oui, oui, oui. Pas Je forcément, l'ai en fait. montré de jeu, il y a trois types de SCOP. Les SCOP, SCOP, donc, l'éthique et les CAE. Il y a des CAE qui sont. Ah ouais, Alors, ça. comment Ouais. sort-on ensuite? Alors, il y a un seuil d'activité à partir duquel il est judicieux de la CAE. J'ai l'impression, mais sans doute par méconnaissance des CAE, qu'une CAE, c'est pour démarrer une activité jusqu'à qu'elle puisse pour voler de ses propres ailes. Bonne question. Donc, en fait, alors il y en a plusieurs là aussi. Donc, il est judicieux de sortir quand on a envie de construire une entreprise et d'être indépendant et de se faire soi-même sa compta ou d'avoir un comptable. Donc, nous, on ne retient pas les entrepreneurs qui ont envie d'entreprendre et qui sont venus juste pour incuber leur projet. Ça ne nous gêne pas. Par contre, ça arrive très, très peu. La plupart des gens, une fois qu'ils sont dans une coopérative, ils n'en sortent vraiment pas. Notre plus gros chiffre d'affaires dans la coopérative, qui je crois une informaticienne ou un informaticien, c'est 120 ou 130 000 euros de chiffre d'affaires par an. Pour rien au monde, elle sortirait, puisqu'on lui fait sa compta, elle accède au réseau, elle est copropriétaire de Solstice, elle peut porter la coopérative dans des appels d'offres. Donc, elle n'a aucun intérêt de sortir. Donc, ça va dépendre non. Nous n'avons pas que des activités qui sont au démarrage et qui se développent un peu et après qui sont bons. En fait, on en a très peu qui sont bons.
C'est plutôt au démarrage, puis ça marche pas assez bien, et donc les personnes s'en vont. Ou alors on est au démarrage, ça marche plutôt bien, mais ils reprennent un boulot. Voilà. Mais nous, on n'empêche pas les gens de voler de leurs propres ailes, hein, ça c'est sûr. Une question sur la façon dont le montant, dont les salaires sont calculés pour chacun des 110 entrepreneurs que nous Ouais. avons, proportionnel au Eh ben, CA en Pôle fait, c'est emploi, une bien sûr. question de chiffre d'affaires. Si vous voulez, les coopératives utilisent une part fixe et une part variable du salaire, une part fixe qui est basse, exprès, pour pouvoir jouer avec la partie variable. Donc, quand une personne a beaucoup d'activités, ben, elle, souvent avec son accompagnant, son accompagnante, ils décident d'avoir ce qu'on appelle une augmentation de la part variable. Et puis la personne dit, ben, moi, pendant 2 mois, je vais me la couler douce, je veux rester dans la coopérative, c'est les 2 mois d'été. Donc là, elle nous demande à revenir à sa part fixe. C'est pas un rapport de force, puisqu'en fait, c'est l'activité elle-même qui détermine la part du salaire. Et l'entrepreneur le voit très bien, ou il voit très bien à chaque instant, grâce à l'outil informatique, il a un bilan complet de son activité et de ses revenus en temps réel. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est variable. Par contre, il ne peut pas descendre au-dessous de la part fixe. Quand il descend au-dessous de la part fixe, c'est que l'activité va mal. Donc là, on passe à une procédure qu'il organise lui-même de licenciement. Et donc après, la personne va être licenciée. Voilà, c'est une rupture. Et du coup, pour non atteinte d'objectifs, et ça va lui permettre par la suite de se rediriger ou d'aller à Pôle emploi. Voilà. Chez nous, il n'y a aucune rupture qui se passe mal. Enfin, normalement. Il y a une autre question intéressante, Stéphane. Comment ça se passe pour être une grosse équipe pour une activité qui nécessite une grosse équipe? Est-ce qu'un salarié, un porteur associé, un salarié associé dans une CAE peut employer des salariés? Alors, non. Non. Une CAE, un entrepreneur dans une CAE ne peut pas recruter quelqu'un, puisqu'il n'y a pas de recrutement. Par contre, on a des activités qui s'appellent collectives. Ça veut dire que il y a deux cas. Soit là, on a un cas où deux personnes arrivent pour les coutures, justement, l'aile delta, réparation des ailes delta plane, et en même temps, quelqu'un qui fait des toiles de yourte, des grandes. Donc, eux, ils vont mutualiser ensemble, avoir les mêmes locaux. Ils arrivent ensemble. Donc, c'est déjà une activité collective, même s'ils ont deux spécificités différentes comme clients. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de recrutement ni de s'associer. Ils vont tous les deux avoir le statut d'entrepreneur salarié dans la coopérative. Et par contre, le boulot d'accompagnement, il est un peu différent puisqu'on va faire, l'accompagnant ou l'accompagnante va faire une charte avec eux de fonctionnement, de distribution du chiffre d'affaires. Et voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de recrutement, mais c'est une notion d'entreprendre collectivement. Et après, on a le cas de quelqu'un, ça marche tellement bien qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Et ben à ce moment-là, c'est soit il trouve quelqu'un en interne dans la coopérative, voilà, et parce qu'il y a eu des affinités, parce qu'il y a quelqu'un, on pousse à la pluriactivité. Surtout dans le monde rural, la pluriactivité est une des solutions pour arriver à obtenir un salaire complet. Donc du coup, les accompagnants et accompagnantes ont fait attention aux gens qui ont cette sensibilité à la pluriactivité, qui ont des aspirations là-dessus. Et donc là, la personne, pareil, va rentrer dans la coopérative. Donc soit elle est déjà dedans, soit c'est l'entrepreneur qui est déjà en coopérative qui a trouvé quelqu'un et qui va lui proposer de rentrer dans la coopérative. Donc là, il y a toujours, on est très vigilant à ça, il n'y a pas de notion de patron à employer. Il va y avoir une notion plutôt de partage du chiffre d'affaires, de transmission de la compétence, d'entraide. Mais par exemple, la personne qui a trouvé l'autre personne, elle ne peut pas faire sortir de la coopérative l'autre personne. Par contre, elle peut ne plus lui donner des clients. Donc, le boulot de l'accompagnement, ça va être aussi de diversifier les clients de la deuxième personne. C'est un peu Il y a une compliqué. autre- il y a une question qui évoque la boîte d'intérim, en fait. Il semblerait que si on passe par une boîte d'intérim, on pouvait salarier. J'ai aucune connaissance de ça. Je ne sais pas répondre à cette question. En fait, les CAE ne sont pas des boîtes d'intérim ni des sociétés de portage. Enfin, ça permet cette précision-là, peut-être, cette question-là. Ah, d'accord. Je vais, Mais peut-être qu'une boîte d'intérim, elle salarie, oui, elle salarie quelque part. En tout cas, la différence avec le portage salarial, oui, c'est vrai que c'est. Merci Sylvain pour la question, si c'est ça l'objectif. Mais en fait, le portage salarial, la mécanique est la même, puisqu'il y a cette idée
d'entreprendre et d'être entrepreneur salarié. La différence, c'est qu'on perd la troisième casquette qui est associée, et il y a une notion de service dans le portage salarial. C'est une entreprise qui trouve des clients qui sont les entrepreneurs. Les clients versent un taux de gestion qui leur permettent d'accéder à des services. L'accompagnement, plus ou moins, on ne sait pas où ça en est. La partie construction du projet coopératif, il n'y en a pas, puisque là, ça peut être des actionnaires quelque part qui sont planqués. Donc voilà, il y a une notion, après, le partage salarial est bien aussi, puisque ça correspond à un certain type de personnes. Si je suis entrepreneur et je veux juste un statut et pouvoir facturer et je m'en fous du projet collectif et qui est la boîte pour qui je bosse, tant qu'elle me rend des services, le portage salarial est mieux. Ok, merci. Ok. Voilà, la question de l'évolution en fait de l'activité dans une CAE quand l'activité grossit et nécessite plusieurs personnes pour collaborer. J'ai répondu à ça, non? J'ai pas Ouais, compris. oui, oui. Alors, Et Stéphane Brun ensuite, chez Cabestan, il a une équipe de 2 à 4 personnes qui s'arrivent vers une boîte d'intérim et donc il lui achète une prestation de service. Oui, j'ai entendu ça, ouais, exact. Ouais, je ne connais pas ce système-là. J'avais entendu que chez Cabestan, alors chez Cabestan, c'est lié au métier. C'est vrai que chez Solstice, en tout cas dans les coopératives de Dromardèche que je connais bien, les autres coopératives généralistes, ça devient, c'est plus compliqué que de travailler en filière. Cabestan, c'est la filière du transport, du bâtiment. Du coup, la réglementation est la même, l'organisation, ils ont une certaine autonomie, ils ont une capacité à répondre à des besoins qui est, à mon avis, c'est mon hypothèse, beaucoup plus forte qu'une coopérative généraliste qui, comme je disais au début, nous, on a 69 métiers différents. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, mais ça pourrait s'étudier. il y a une question, C'est un vrai intérêt, en fait. ouais, Je vois pas l'intérêt de faire ça pour une coopérative généraliste. Voilà. et une question qui concerne l'administratif et la compta qui sont centralisés et mutualisés. Ça semble être le rêve. Donc, c'est géré par qui? Donc, c'est par l'équipe support. Et est-ce qu'on pourrait faire ça dans une SIC? Alors, la Oui, il y a gestion des de ICR. l'administratif et de la compta. Ouais. Alors, la première question, ça a coupé. Valérie, c'était quoi? Je n'ai pas entendu. L'administratif et la compta, chez Solstice ou dans les coopératives d'activité, c'est centralisé, c'est mutualisé, c'est une équipe support, enfin, des personnes Oui. d'équipe support qui s'en occupent. Ça semble être le rêve. Donc, enfin, là, on pourrait décrire un peu plus comment c'est géré. Mais effectivement, ça fait partie des moyens mutualisés que d'avoir une équipe qui gère ça. Et l'autre question, c'est pourrait-on faire ça dans une SIC? Oui, il y a des coopératives d'activité. Là, il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, on était à la réunion des coopératives françaises d'activité. Et en effet, dans les coopératives, il y a pas mal de SIC. Ça devient une SIC à partir du moment où la collectivité, c'est aussi un projet de territoire, c'est-à-dire où le service économique de la Comcom ou de l'Aglo dit c'est bien qu'on monte une coopérative parce que ça a du sens pour le territoire. D'ailleurs, souvent, les SIC CAE sont des SIC CAE sur des territoires ruraux. Il ne faut pas oublier que pour des territoires ruraux où les néos viennent s'installer, les coopératives d'activité sont intéressantes parce que quelqu'un qui vient s'installer sur un territoire rural, d'un coup, par exemple en Drôme, il est en contact avec Solstice, grâce à Solstice, avec 110 autres entrepreneurs. Donc, c'est sympa de s'installer à la fois physiquement et d'installer son activité et d'être en lien. Donc, ouais. Ok, il reste 10 minutes apparemment. Juste pour préciser une chose, pour que ce soit bien clair, les CAE, c'est une forme juridique régie par la loi ESS de juillet 2014 et elles peuvent être vont déterminer le mode de gouvernance et les parties prenantes. Et elles peuvent être aussi SA ou SARL, ça c'est la forme juridique. Mais je ne sais pas si une SIC pas CAE, elle ne fonctionne pas de la même façon, elle va fonctionner comme une SIC. En fait, ça dépend de l'objet social. Voilà, juste pour préciser. Une question aussi, est-ce qu'il y a des échanges de pratiques par métier et domaine entre les salariés de la CAE, notamment pour intégrer les personnes en cap et améliorer les outils? Alors oui, oui, il y a ça.
il y a ce qu'on appelle les groupes de travail ou les groupes thématiques. Par exemple, les formateurs en ce moment se réunissent. Ah, j'ai un écho, c'est pas grave. Mais les formateurs se réunissent en ce moment. Et du coup, ils se réunissent parce qu'il y a une réforme de la formation et qu'il y a un gros enjeu là-dessus. Donc voilà, c'est du boulot. Donc comment ça se passe? Enfin, il y a des entrepreneurs qui parlent d'un projet ou de quelque chose, ils sollicitent l'équipe pour qu'on vienne en appui. Et l'équipe, on vient accompagner l'animation, documenter, la montée en compétence sur le sujet, euh, qui permet une implication des différents acteurs pour régler le problème ensemble. Donc, ça peut être aussi en filière métier. Voilà, les gens du chocolat, nous, plusieurs chocolatiers, ben, ils sont en train de réfléchir avec d'autres chocolatiers de la vallée, dans des coopératives d'activité, aussi chez Grappe, à peut-être créer une filière de chocolat dans la Drôme, parce qu'il y a beaucoup de cette réflexion par filière où nous, l'équipe, on va accompagner ça. Après, il y a des problématiques plus administratives. Par exemple, il y a de plus en plus de gens qui veulent payer par PayPal, SumUp et tout ça. Donc, comment dans la coopérative, on organise un outil où on peut un peu mutualiser, acheter en gros, et pour faire que tout le monde utilise le même outil. Donc voilà, il y a cette notion de regroupement qui peut venir soit de l'équipe, un besoin structurel, soit des entrepreneurs, un besoin d'entrepreneur qui est commun à plusieurs. Et puis ça, c'est des temps, si je peux me permettre d'intervenir, c'est des temps aussi qui existent dans les rencontres coopératives, que ce soit au moment des AG qui ont lieu 2 fois par an chez nous, et au moment des rencontres coopératives d'automne et de printemps, où il y a effectivement de l'échange de pratiques qui est posé, et des ateliers et des rencontres autour de ça. La prochaine rencontre a lieu le 15 octobre, et si vous avez envie de nous rejoindre, on vous donnera les coordonnées. Là, il reste environ 8 minutes. Une question, combien de personnes constitue l'équipe support de votre CAE? Eh ben, l'équipe CAE, chez nous, on est 9 personnes. Et l'équipe support est séparée elle est composée de 2 parties. Un bureau où on entend voler les mouches, puisque c'est le bureau administratif où ils reçoivent une palette de notes de frais, des problèmes de facturation. Voilà. Chez nous, on l'appelle en rigolant le bureau de la 5e dimension. Donc là, c'est les comptables, finances, contrôle de facturation, enfin toutes ces choses-là. Voilà, on compte vraiment sur eux parce qu'ils assurent le cadrage administratif. Et après, il y a la seconde partie de l'équipe, donc dont on fait partie Valérie et moi, où là c'est plus transversal, c'est-à-dire il va y avoir les accompagnants, accompagnantes, la coordination du projet, donc la direction, et puis il va y avoir la com interne, comme externe, ces choses-là, les choses plus transversales. Donc là, par contre, on n'entend jamais voler les mouches. On rigole bien, quoi. Voilà. Une question. Alors, pour trouver une CAE dans son coin, c'est… Oui, on a une intervenante qui peut répondre, Stéphane. Ah, chouette. On a quelqu'un sous la main qui peut répondre à ça, ou trouver les CAE dans son coin de France. Et toutes les coordonnées des CAE. Caroline Lacointe de Copéa, réseau de coopératives d'activité. Merci d'intervenir, Caroline, c'est top. Merci Valérie, merci Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Je voulais répondre à la question de Sylvain qui demande où trouver les coordonnées de toutes les coopératives d'activité de France. Il n'existe pas encore d'annuaire de toutes les coopératives, mais il existe deux réseaux qui regroupent un certain nombre de coopératives d'activité. Le réseau Copéa et le réseau Coopérer pour entreprendre. Donc, si vous cherchez sur leur site, vous trouverez des annuaires de coopératives d'activité. Et il y a aussi d'autres coopératives d'activité qui n'ont pas rejoint des réseaux, qui sont indépendantes sur leur territoire. Donc après, il faut rechercher territoire par territoire les coopératives d'activité. En ce moment, toutes les coopératives d'activité de l'Hexagone et des DOM-TOM pratiquement sont en train de construire une fédération des coopératives d'activité au sein de la Confédération générale des SCOP. Et dans ce cadre-là, on pourra avoir en effet un annuaire des coopératives d'activité. Ça sera dans les mois qui viennent. Super. C'est en décembre, hein, bientôt, c'est imminent. Et c'est tant mieux. Merci Caroline. Salut. Il nous reste 4 minutes.
D'autres questions? C'était avant. Comment? Qui parle? Alors, Thomas, en termes de défense des droits et des salariés, est-ce qu'il y a des groupes à l'intérieur de la classique via Action Libre des syndicats? Ouais, c'est une bonne question aussi. C'est des questions qu'on se pose. Valérie, tu peux couper ton micro? Oui. Ça marche moins bien que Zoom. Alors c'est le CSE, c'est-à-dire oui, le syndicat à l'intérieur. En fait, ça n'a pas de sens le syndicat dans une coopérative, mais c'est une obligation légale. C'est ça qui est compliqué. Ça n'a pas de sens. Et à la fois, il y a des coopératives qui ont trouvé du sens. Donc c'est plus mitigé mais ça n'a pas de sens parce qu'on est à la fois employeur et à la fois salarié. Donc c'est un peu schizophrénique comme position. Voilà. Et à la fois, bon, il n'y a pas que l'aspect syndical, il y a l'aspect aussi comité d'entreprise, on peut dire, ou sécurité, ou l'aspect tout ce qui est prévention des risques psychosociaux. Voilà. Donc, il y a un sens à avoir ce genre d'outils, mais aujourd'hui, on sait mal le positionner et surtout qui le ferait, quoi. Que dans la plupart des coopératives, à chaque fois qu'on pose la question de créer un CSE, donc il n'y a pas beaucoup de gens pour s'y atteler, quoi.